Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 10. Conséquences. 1. La connaissance acquise sur la nature de la méthode monétaire nous conduit directement aux quelques conclusions suivantes. Elle découle, d'une part du constat que la monnaie n'est rien d'autre qu'un instrument technique de la comptabilité sociale, et d'autre part, de la meilleure compréhension de la façon particulière dont la monnaie remplit cette fonction. A. La monnaie n'est pas un bien ou une marchandise, sa caractéristique est de leur servir de contrepartie. Il est évident que l'unité de compte utilisée dans un système de compensation pure et dans le règlement des marchandises n'est pas une marchandise, et qu'elle n'en devient pas une par le fait qu'à chaque solde seraient liées des estimations des valeurs dérivées de celle-ci. Il doit de même être clair que la relation entre l'unité de compte et la valeur d'une marchandise ne change rien à ce fait, même si cette unité de compte est par exemple matérialisée en une pièce de métal. Une telle relation n'est évidemment pas pour autant une identité logique. Cet état de fait au fond très simple est difficile à interpréter, si cette relation est considérée comme fondamentalement nécessaire, ce qui explique le peu de satisfaction ressentie à la suite des tentatives pour faire valoir le point de vue auquel on parvient dans le cadre de la théorie de la monnaie marchandise, comme la tentative par exemple pour définir la valeur de la monnaie par analogie avec celle des moyens de production, Pareto et autres, ou pour montrer que estimation de la valeur des marchandises monnaie à un point de départ historique, von Wieser. Si la monnaie n'est pas un bien, alors il ne peut y avoir de besoin de monnaie, comme il y a un besoin de pain ou d'acier. C'est le fondement logique du principe ancien selon lequel, dans une économie, contrairement à la quantité absolue d'un bien, la quantité absolue de monnaie est fondamentalement indifférente, quoiqu'il soit possible, naturellement et de façon très compréhensible, de parler de besoin d'une forme particulière de monnaie dans le cadre de quantité de marchandises, de prix des marchandises ou d'habitude de paiement, besoin d'encaisse et autres données. On gagne cependant beaucoup plus en clarté que ce qui est perdu en commodité, quand on renonce à développer l'analogie formelle simple qui peut être faite entre besoin de monnaie et besoin de biens. C'est pourquoi il paraît préférable de ne pas avoir recours à la loi de l'offre et de la demande, pour résoudre le problème de l'estimation de la valeur de marché de la monnaie par rapport aux marchandises, et de se limiter aux opérations sur le marché de la monnaie. Par prix de la monnaie, nous n'entendrons donc que le prix qui s'exprime par le taux d'intérêt et non pas le prix qui est identique à la valeur réciproque du prix des différentes marchandises. Dans le premier cas, c'est le terme monnaie qui est utilisé dans un sens impropre, et dans le second, c'est le terme prix, et mélanger les deux semble alors d'autant plus absurde que l'on est certain de la confusion populaire argent bon marché égale taux d'intérêt faible et argent bon marché égale prix des marchandises élevées. Mais il est naturellement possible à des fins monétaires de parler d'offre et de demande de marchandises monnaie. Oui, du fait que la monnaie n'est pas un bien, et qu'elle ne sert pas à satisfaire un besoin comme le font directement les biens de consommation et indirectement les biens de production, découle la caractéristique des créances en monnaie légale par rapport aux créances sur n'importe quel autre bien, et cela nous permet de comprendre la capacité technique présentée précédemment de créer du pouvoir d'achat par le crédit. Il est évident que pour aucun bien, il ne peut normalement arriver que des créances portant sur des quantités de celui-ci, par exemple du blé, des chevaux, des chaussures, permettent fondamentalement la même chose que le blé, les chevaux, les chaussures eux-mêmes, de telle sorte que ces créances puissent concurrencer les biens dans leur utilisation et acquérir une valeur propre. Ce n'est possible que pour la monnaie, et ce n'est que dans ce cas que certaines formes de créances en monnaie, comme par exemple les billets de banque, quelle que soit la théorie monétaire à laquelle on adhère, non seulement peuvent mais même doivent être considérées comme de la monnaie. Il en résulte encore une fois que de telles créances, économiquement, ne peuvent être considérées de même nature et ne peuvent avoir la même signification que des créances sur des biens. La signification normale et le sens économique d'une créance sur un bien, résidant dans la fourniture de ce bien. La signification d'un chèque ou d'un billet de banque par exemple, n'est certes pas d'être remboursés en ce en quoi ils sont libellés. Bien plus, le système dans son ensemble est organisé pour que des créances réciproques viennent se compenser sans qu'un paiement soit nécessaire. La construction juridique ne traduit ici absolument pas la nature du phénomène comme elle le fait avec des créances sur des biens,
mais elle a uniquement une signification technique et, comme nous l'avons déjà vu, de sécurité. C'est pourquoi aussi, la suspension de l'obligation de conversion des billets de banque n'a pas les mêmes conséquences économiques qu'elle aurait si elle concernait des créances portant sur n'importe quel autre bien, et elle est autre chose qu'un moratoire. Cela n'a donc pas de sens de considérer, comme le font de nombreux théoriciens anciens, le détenteur d'un billet de banque ou d'un chèque comme octroyant un crédit à la banque émettrice. Il ne transmet rien et ne renonce à rien. Il détient au contraire un pouvoir d'achat immédiat avec lequel il peut faire exactement la même chose, en particulier de la même façon acheter des biens de consommation, qu'avec la monnaie sur laquelle porte sa créance, et il n'est, dans ce cas précis du point de vue économique, qu'un bénéficiaire de crédit. C'est la quantité d'un bien, qui peut être augmentée par l'émission de créances exprimées en ce bien, apparaît comme quelque chose de tout à fait problématique. Mais pour l'instant, avant de traiter des difficultés statistiques qui ne manquent pas dans l'estimation de la quantité de monnaie légale disponible, et avant de préciser ce qui doit être comptabilisé dans la masse monétaire, il nous faut nous intéresser à une question beaucoup plus fondamentale. La théorie monétaire ancienne considérait la masse monétaire comme une donnée qui détermine les autres grandeurs auxquelles elle s'intéresse, sans être elle-même déterminée par celle-ci. Comme nous le savons et ceci était connu de chaque auteur, cette conception, rien qu'en raison des effets de la production d'or sur les prix des marchandises, ne pouvait en aucune façon apparaître comme conforme à la réalité. Cependant, du point de vue de la théorie classique, la masse monétaire pouvait toutefois, en première approximation, être considérée comme une variable indépendante. Cette approche particulière de la masse monétaire, car autrement la quantité d'un produit ne peut jamais être considérée comme une donnée de l'analyse économique, traduit une perception correcte de la nature du problème de la monnaie. Mais dès qu'on commence à travailler avec le concept de masse monétaire, en particulier dès qu'on veut approfondir les relations entre la masse monétaire et les prix absolus, on se heurte au fait que ce n'est pas la totalité mais seulement une partie de la monnaie qui sert de contrepartie au bien. Différentes attitudes peuvent alors être adoptées. Il est, entre autres, possible de distinguer entre masse monétaire disponible et masse monétaire en circulation ou active. La seconde aboutit à la masse de monnaie ou marchandise-monnaie qui sert de ou est détenue en couverture des autres formes de monnaie. Mais de ce fait, si les pièces de monnaie ne sont pas pour une raison quelconque, toujours actives, elles ne sont pratiquement jamais en permanence retirées de la circulation. La proportion de monnaie inactive et la durée d'inactivité ne peuvent manifestement jamais, même en première approximation, être considérées comme une donnée du problème mais elles en sont dans tous les cas des variables qu'il s'agit de comprendre. La théorie récente a aussi tendance à maintenir en arrière-plan le concept de masse monétaire. De notre point de vue, il est clair que dans un système de compensation pure, le concept de masse monétaire ne voudrait absolument rien dire. Parler d'une quantité d'unités de compte disponibles a aussi peu de sens que de dire qu'il y a un certain nombre d'unités de longueur avec lesquelles devra être mesuré tout ce qui a une longueur. Pour la définition d'une unité, il vaut beaucoup mieux dans les deux cas, indiquer à quelle partie d'une grandeur de même type, arbitrairement choisie, doit correspondre cette unité. La méthode monétaire est à l'origine et est responsable du problème de la masse monétaire. Non seulement quand la détermination de la valeur critique se fait directement au travers de la fixation de la masse monétaire, comme c'est le cas pour la monnaie papier, mais encore aussi, même s'il s'agit sans doute d'autre chose, quand au travers de cette autre chose, il y a fixation de la masse monétaire comme c'est le cas de la monnaie marchandise. Notre analyse nous apprend comment se fixe cette quantité par rapport au bien et au-delà, que cela ne se produit jamais totalement parce que le contenu du concept de monnaie, en particulier le concept de monnaie active, ne peut jamais être défini autrement que par le principe. La monnaie est ce que les services de la monnaie sont. Il ne peut fondamentalement être question d'une masse monétaire objectivement définie, dans la mesure où nous avons introduit comme élément de détermination de l'équilibre dont nous avions besoin, une grandeur particulière, la valeur critique. Il doit aussi être noté que la présentation de l'émergence de la masse monétaire, et notamment aussi de la quantité d'actifs, permet de comprendre pourquoi la monnaie peut être traitée en tant que telle et pourquoi il peut exister un marché de la monnaie. D'un point de vue statistique,
il faut naturellement avoir appréhendé, au moins dans le principe, de manière univoque, la quantité de monnaie active. Comme nous le savons, il faudrait prendre en compte, en plus des différentes formes de monnaie légale, monnaie de pleine valeur, pièces de monnaie, billets de banque, aussi toutes les quantités de biens qui en pratique rendent les services de la monnaie, les titres de toutes sortes, dans la mesure où ils circulent en fait de la main à la main comme moyen de paiement, et dans ce cas, en dehors des titres, aussi les coupons, rentes etc. Et naturellement les avoirs en banque, et sans doute toutes ces formes de monnaie déduction, faites de la partie qui ne sert pas dans les échanges de biens parce qu'elle constitue la couverture d'autres formes de monnaie, ou pour d'autres raisons, ne sert pas de contrepartie à des biens. Les dépôts à terme, c'est-à-dire des avoirs qui ne sont pas des avoirs en compte courant, sont à l'origine de difficultés sur lesquelles nous reviendrons plus tard. D. Le fait que la monnaie ne soit pas un bien permet de comprendre ce qu'il est convenu d'appeler la vitesse de circulation. Cette notion nécessite des développements supplémentaires auxquels sera consacré le reste de ce chapitre. 2. Comme nous l'avons déjà vu dans notre aperçu historique, l'observation s'impose très tôt à la science monétaire que dans une économie donnée et pour une période donnée, une année par exemple, la somme des pièces de monnaie qui circulent de la main à la main ne correspond pas à la somme des transactions exprimées en monnaie, mais elle lui est beaucoup plus faible. Un premier élément permettant d'affiner cette observation est constitué par le constat que ce serait aussi le cas, si toutes les transactions n'étaient réglées que par remise de pièces de monnaie et s'il n'y avait pas d'autres transactions que l'achat et la vente de biens et de services au cours des processus de production et de consommation, les transactions n'étant alors constituées que d'achats de moyens de production, y compris les biens intermédiaires par les entreprises de production, avec L', aide des entreprises commerciales, intermédiaires mais non spéculatives, et en achat de biens de consommation par les ménages. Puisqu'il s'agit seulement pour l'instant d'une première présentation, nous allons nous intéresser tout d'abord à ce cas. Si chacune de ces opérations économiques s'accompagne d'un transfert physique de pièces de monnaie pour un montant correspondant à la valeur des biens échangés, et s'il apparaît qu'il y a moins de pièces disponibles que la somme en valeur des transactions, cela ne peut manifestement provenir que du fait qu'une même pièce a servi de moyen de paiement dans plusieurs transactions. C'est là l'essentiel de ce que recouvre l'expression vitesse de circulation, même si beaucoup d'autres choses s'y sont ajoutées, à tel point que ce mot couvre finalement quelque chose de difficile à cerner analytiquement et qu'il a perdu toute signification précise. En soi, il n'y a rien d'évident à ce que chaussures et pain, et avec eux les moyens de production qu'ils incorporent, disparaissent dans l'acte de consommation des ménages non seulement physiquement, ce qui a été après tout déjà le cas auparavant en partie pour les moyens de production, mais aussi économiquement, alors que les pièces de monnaie correspondantes théoriquement continuent à circuler sans fin, c'est-à-dire accomplissent à travers l'économie de nombreux cycles aléatoires, c'est-à-dire, qui peuvent ne jamais les ramener au point où nous les avons vus au départ. Pour mieux comprendre cela, on peut imaginer avoir marqué une pièce de monnaie quelconque de façon à la reconnaître et à la suivre dans son parcours à travers l'économie. Il est possible d'admettre sans difficulté que, pour un processus économique se reproduisant à l'identique, fondamentalement rien n'est changé à ce processus si on suppose que chaque pièce emprunte le même circuit au cours de chaque période de temps. Il apparaît déjà qu'aucun équivalent à la vitesse de circulation ne peut être trouvé dans la sphère réelle. Quand nous rencontrons pourtant dans la littérature le concept de vitesse de circulation des biens, soit il s'agit d'un concept différent, soit il s'agit d'une erreur de compréhension dont le symptôme est entre autres l'affirmation que la monnaie ne circule pas seule mais toujours parallèlement à des biens. La vitesse de circulation de la monnaie serait égale à celle des biens, par conséquent il ne pourrait pas y avoir dans le processus monétaire de variables autonomes particulières. La raison en est claire. La vitesse de circulation de la monnaie est manifestement liée à l'échange manuel que subissent les pièces de monnaie et elle est observée à ce niveau. Mais tous les biens subissent un tel échange, tous les éléments de biens de production incorporés dans les produits finals et ces derniers aussi, dans le circuit qui va par exemple du producteur au grossiste puis au détaillant et enfin au ménage en lequel ils disparaissent. Un examen superficiel montre facilement que dans la monnaie, rien d'autre n'existe et que la réalité de l'échange manuel en tant que tel recouvre la nature du phénomène. Il en découle directement que dans un système de compensation pure,
Il n'y aurait pas d'analogue à la vitesse de circulation de la monnaie. Car pour pouvoir plusieurs fois au cours d'une période servir de contrepartie à des biens, l'unité de compte doit clairement avoir une individualité qui subsiste au-delà de l'acte de paiement particulier et peut être maintenue comme telle. Elle doit donc être une unité monétaire et d'une manière ou d'une autre, matérialisée. Car si dans le système de compensation, lors de chaque opération de paiement un élément d'actif devait disparaître et un nouveau de même valeur être créé, cela n'aurait aucun sens de parler du même élément d'actif qui aurait simplement changé de main. Ceci conduit à une difficulté dans le traitement des actifs bancaires. Par nature, ils n'incorporent aucune unité individualisée et persistante. Bien au contraire, chaque actif sera détruit dans l'acte de paiement, dépenses comme éventuellement remboursement du prêt à l'origine de l'actif, même si de ce fait quelqu'un d'autre reçoit directement un actif équivalent. Mais l'ensemble de ces actifs ne peut se libérer de la bride imposée par la monnaie, et cette bride l'oblige à évoluer, pas tout à fait mais presque, comme s'il était composé de pièces de monnaie. C'est pourquoi il n'est pas tout à fait correct, mais en pratique tout à fait autorisé, par analogie avec la vitesse de circulation de la monnaie, de parler de vitesse de circulation des dépôts, à condition de ne pas oublier qu'il s'agit là d'une forme d'expression métaphysique. Cette conception exprime que, compte tenu des frontières sans doute extensibles, qui sous-tendent les mouvements de dépôt, l'émergence d'un actif en contrepartie de la disparition d'un actif correspondant est une opération différente, dans le système monétaire, de l'émergence d'un actif auquel ne correspond aucune disparition immédiate d'un autre. Sans commettre l'erreur mentionnée auparavant, nous pourrions définir comme mesure de la vitesse de circulation le nombre de fois qu'une unité de monnaie, ou, comme nous pouvons ajouter les dépôts, une unité de dépôt est utilisée dans les transactions au cours de la période d'observation ou la période de comptabilisation retenue. L'inverse de ce chiffre, qui est naturellement égal au quotient du chiffre d'affaires par la masse monétaire, correspond clairement à une durée, la partie de la période d'observation pendant laquelle, en moyenne, l'unité est conservée dans une encaisse quelconque. Si on choisit la période d'observation de telle sorte que chaque unité change en moyenne une fois de main, alors la vitesse de circulation disparaît en tant que facteur explicite et le chiffre d'affaires est égal à la masse monétaire ou somme des encaisses des entreprises et des ménages. Ce facteur que recouvre l'expression de vitesse de circulation de la monnaie, c'est donc la longueur de période ou la fraction correspondante du chiffre d'affaires total d'une autre période retenue et on peut donc prendre comme point de départ soit l'échange manuel, soit cette fraction du chiffre d'affaires, cette fraction précisément dont les agents souhaitent conserver la contre-valeur sous forme liquide. Ce point de départ est retenu par Walras et Marshall, et constitue une caractéristique de l'ensemble des disciples de ce dernier. Il n'est pas incompatible avec les faits. 3. La vitesse de circulation ainsi considérée est malheureusement la seule qui soit relativement accessible à l'évaluation statistique. Dans un pays par exemple, dans lequel toutes les transactions seraient réglées par jeu d'écriture, la vitesse de circulation serait donnée par le quotient des débits sur le montant moyen des avoirs. Mais la clarté apparente de cette conception de la vitesse de circulation induit en erreur. Nous l'appellerons, pour des raisons que le lecteur comprendra ensuite, vitesse de circulation tautologique et s'il nous faut être précis, nous éviterons même l'expression vitesse de circulation. Car sous cette expression se trouve rassemblée une multitude de facteurs formant un ensemble sans cohérence comme sans signification théorique. Il faut déjà fondamentalement exclure l'échange manuel, quoique des limites statistiques puissent exister en pratique, dont il est manifeste qu'il est sans importance pour la théorie monétaire, comme les opérations de change pur, la remise de pièces de monnaie à un commissionnaire, les virements par un intermédiaire, l'octroi et le remboursement de prêts, les opérations interbancaires. Pour obtenir un concept théorique utile, nous devons aller plus loin dans cette voie. La question de savoir jusqu'à quel point ceci est statistiquement possible ne doit pas nous préoccuper dans le cadre des objectifs de ce chapitre. Si nous nous demandons en particulier à quoi peut servir un tel concept, alors nous voyons immédiatement qu'il est totalement inutilisable tant que dans les transactions qu'ont permis de réaliser nos pièces ou nos avoirs, se trouvent aussi des opérations immobilières, en actions, obligations et autres opérations semblables, car leur nombre et leur valeur, sans lien direct avec le processus économique et ses grandeurs, apparaissent de ce point de vue, totalement indéterminés.
Pour s'en convaincre, il suffit de penser aux opérations qui se déroulent sur un marché spéculatif, sur lequel les mêmes objets peuvent, dans la limite de ce qui est matériellement possible, être souvent déplacés ici ou là, de sorte que, parfois, le chiffre d'affaires et aussi, comme nous l'avons vu, la vitesse de circulation qui en résulte donne une image totalement déformée des opérations monétaires dans la sphère réelle. Si nous isolons ces transactions, il est toujours possible de les examiner séparément, alors nous en arrivons au concept de volume des échanges, qui contient toutes les transactions allant des achats de facteurs de production par les entreprises aux achats de biens de consommation par les ménages, les deux catégories étant inclus. Sont donc compris notamment tous les achats de biens intermédiaires entre entreprises, toutes les transactions entre entreprises et commerçants ainsi que toutes celles qui ont lieu entre commerçants. Mais ceci ne nous permet pas encore de saisir la caractéristique de la monnaie qui nous intéresse ici, comme on le voit déjà au fait que dans ce chiffre sont comprises des transactions dans lesquelles la même marchandise change de main comme la monnaie correspondante. Nous devons donc exclure ces transactions ou au moins les mettre de côté pour les traiter séparément, éventuellement d'abord seules, puis dans leur relation avec les autres. Ce qui reste, ce sont les transactions liées au processus de production entendu au sens large, c'est-à-dire les transactions qui vont des achats de facteurs de production par les entreprises aux achats de biens de consommation par les ménages. Mais nous n'avons toujours pas trouvé la caractéristique de la monnaie qui nous intéresse. En effet, chaque échange, dans le cadre du processus de production, constitue un élément de la somme de toutes ces transactions. Nous voyons que, en fait, ce volume des échanges intègre non seulement des échanges des mêmes pièces de monnaie, mais aussi des échanges des mêmes marchandises et que ce n'est donc pas celui à partir duquel nous avons à établir la relation avec les avoirs et la monnaie participant à la réalisation du chiffre d'affaires. Si nous nous plaçons pour l'instant du point de vue de la théorie traditionnelle, selon laquelle la vitesse de circulation de la monnaie est un facteur effectif et une variable indépendante du processus de formation des prix, nous avons, dans le cas par exemple d'une opération telle que la vente par une firme textile intégrée de sa filature et ensuite achat pour son unité de tissage, des produits de celle-ci, deux affirmations possibles. A. La vitesse de circulation a augmenté et les prix doivent aussi augmenter. B. La vitesse de circulation a augmenté mais le volume des échanges aussi, donc les prix restent constants. Mais ces deux affirmations sont fausses. La première est démentie par le fait que nous devons vraiment reconnaître, quand nous définissons ainsi la vitesse de circulation, qu'alors, non seulement la même monnaie peut, dans les échanges, servir plusieurs fois de contrepartie à des marchandises, mais en plus, ici, la même marchandise peut être plusieurs fois contrepartie à de la monnaie et donc qu'une éventuelle accélération dans la circulation de la monnaie peut être compensée par une accélération équivalente dans la circulation des marchandises. Mais la deuxième affirmation n'est pas vraie pour autant. Car quoique l'échange manuel en tant que tel n'ait sur la valeur de marché de l'unité de monnaie aussi peu d'influence que l'intervention d'un commissionnaire, il introduit cependant dans le cas de décomposition du processus de production, une nouvelle caisse qui maintenant, pour pouvoir rester en équilibre avec toutes les autres et puisqu'elle sert elle-même à effectuer des paiements, doit aussi être approvisionnée au préalable avec des encaisses, pièces de monnaie ou avoirs, ce qui ne serait pas nécessaire dans un système de compensation pure. Notre filature devenue indépendante devra faire exactement les mêmes opérations de paiement que celles faites, avant la séparation, par la firme intégrée pour son activité de filature. Nous pouvons même supposer que la filature ne détient pas plus d'encaisses et de réserves que la firme intégrée n'en conservait auparavant, pour sa filature, bien que normalement ce dût être l'inverse. Malgré tout, nous voyons que désormais le besoin d'encaisse et de réserve est plus élevé qu'auparavant, puisque le tissage indépendant doit maintenant conserver des encaisses et réserves supplémentaires pour ses règlements à la filature. Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre 12, et nous nous contenterons pour l'instant de tirer comme conclusion que l'effet de cette accélération de la vitesse ne peut aller dans le cas envisagé que dans le sens d'une réduction des prix dont l'importance doit être manifestement fonction de la division réalisée. Si nous voulons trouver une unité de mesure de cette caractéristique de la monnaie, ce qui nous importe, alors nous devons aussi ignorer ces transactions. Nous en arrivons alors au montant du produit social allant des entreprises aux ménages d'une part, et au montant des biens de production allant des ménages aux entreprises d'autre part,
et obtenons le concept que nous appellerons l'efficience de la pièce de monnaie ou de l'unité d'actif. Cette efficience est mesurée par le nombre de fois où au cours de la période d'observation, une unité de monnaie ou d'actif est dépensée par les ménages en biens de consommation, c'est-à-dire sert de contrepartie au produit social. On voit immédiatement que, premièrement, sont ainsi évacués tous les éléments étrangers à la nature de notre phénomène et dont la prise en compte ne conduit qu'à la confusion et à des controverses stériles. Deuxièmement, l'effet de l'apparition de nouvelles encaisses, en particulier l'effet de la décomposition du processus de production, est correctement rendu par notre concept. Troisièmement, nous avons tout à fait la possibilité de construire une présentation identique pour les biens, mais celle-ci ne recouvrirait pas exactement la même notion mais quelque chose de totalement différent. Quatrièmement, l'efficience est directement liée à la vitesse de circulation au sens habituel, mais celle-ci n'est pas donnée par un facteur constant et obéit pas à une loi générale simple, car des décompositions ou des recompositions peuvent se répercuter de différentes manières sur les événements de la sphère monétaire. Et enfin, cinquièmement, l'efficience a une relation directe avec ce qui est le plus important et en principe, même la seule chose qui compte, la somme des valeurs ou agrégats des biens de l'économie, le produit social, relation que nous devons exiger car elle relie la valeur de marché de l'unité de compte au sens objectif de toute économie, et a par conséquent seule une signification plus profonde qui en particulier, ne mélange pas les opérations sur les différents marchés dont les communications sont le point d'ancrage des principaux phénomènes. C'est pourquoi cela n'a aucun sens de répondre que l'utilisation du concept habituel de vitesse de circulation devrait conduire exactement au même résultat, car il y a augmentation identique de la vitesse de circulation et du volume des transactions. 4. Maintenant se pose cependant la question de savoir si, relativement à ce concept, nous pouvons supposer, avec les théories anciennes, que la grandeur lui correspondant est une donnée du processus monétaire en ce sens qu'elle ne s'est pas du tout modifiée, ou alors seulement de manière très lente et de toute façon, indépendamment de la situation économique et plus précisément du prix des biens. Nous ne sommes pas en mesure, et dans ce chapitre nous n'irons pas aussi loin, d'apprécier si et quand en pratique et pour des objectifs particuliers de prévision cette hypothèse est admissible. En théorie stricte, la réponse ne peut être que négative. On le voit immédiatement à partir de l'exemple suivant. Supposons que tous les ménages augmentent les salaires de leurs domestiques sans que cela ne conduise à une réduction de la demande pour ces services et que ces derniers achètent, avec leur supplément de gains, exactement les mêmes biens de consommation que ceux qu'achetait leur employeur, et ceux-ci, exactement au même moment. Tout cela peut paraître invraisemblable mais n'est pas, théoriquement impossible. Dans le processus économique du pays considéré, rien n'a changé par le fait que certains biens sont consommés par les employés au lieu de l'être, comme jusque-là, par les employeurs. Mais le prix d'un bien de consommation, le service domestique, a augmenté et par conséquent la somme des dépenses effectuées dans notre économie. Les pièces de monnaie servent un nombre de fois plus élevé qu'avant de contrepartie au produit social, qui englobe aussi ces services, leur efficience a augmenté. Et il est vrai, comme conséquence directe d'une hausse des prix. Du point de vue des théories monétaires qui considèrent l'efficience comme une variable indépendante, nous pouvons dire que la hausse des prix, non compensée par une variation de la masse monétaire, ne peut précisément se produire que parce que l'efficience augmente et sans cela, elle aurait été impossible. Mais il n'y a pas la grande consolation, car un facteur de détermination des prix des biens qui peut aussi être modifié par eux n'est manifestement pas une variable indépendante. Il est plus important de noter que de tels cas sont, en pratique, de signification limitée. Une hausse des salaires des ouvriers de l'industrie, par exemple, n'aurait pas, comme on le voit facilement, déclenché cet effet. Par contre, il ne serait pas juste d'affirmer de manière générale que l'efficience serait purement une fonction de la situation économique et en particulier de l'évolution des prix, et serait déterminée par les variations de la somme des dépenses qui, de son côté, seraient indépendantes de celle-ci. Pour apprécier les choses à leur juste valeur, nous devons introduire une distinction supplémentaire et deux concepts nouveaux. Quand nous entendons que dans un pays quelconque, les trains de marchandises circulent à une vitesse moyenne de 10 km à l'heure, ce n'est dans tous les cas pas la même chose, s'ils roulent effectivement lentement ou s'ils traînent si longtemps dans les gares que ce résultat soit atteint.
Si, dans un pays, la race noire est représentée par 10% de la population, ce n'est pas la même chose si 10% de cette population sont totalement de race noire ou si toute la population est à 10% de race noire. De la même façon, il ne nous sera pas difficile de voir que dans notre efficience, malgré nos efforts pour la nettoyer de toute signification accessoire, deux points de vue sont encore mélangés qui en théorie doivent être séparés. Il y a tout d'abord le nombre de fois où les pièces de monnaie détenues par les ménages et les entreprises à des fins de dépenses, donc ni thésaurisées ni détenues à des fins de couverture, peuvent servir de contrepartie au produit social, quand elles ne restent nulle part plus longtemps que ne l'autorise la technique de paiement, et ensuite combien de ces pièces sont envoyées dans leur gare et sont laissées dans cette gare. La première, nous l'appellerons la fréquence, l'autre la disponibilité des pièces de monnaie ou de l'unité d'actif. Nous les mesurons de telle sorte que leur produit est égal à l'efficience. Nous voyons que la fréquence intervient dans le processus monétaire comme variable définie objectivement et de manière indépendante, la disponibilité comme directement dépendante des réactions des ménages et des entreprises à la situation économique, et que notre distinction permet de séparer simplement les deux composantes de l'efficience. Celle qui est définie objectivement du point de vue de chaque ménage et entreprise, et celle qui relève directement de l'arbitraire des agents intervenant dans le processus de paiement. 5. En situation d'équilibre, sans variations effectives ou anticipées, la fréquence serait égale à l'efficience et la disponibilité égale à 1. Si une telle situation se prolongeait suffisamment longtemps, les encaisses et réserves des ménages et des entreprises atteindraient et se maintiendraient à un niveau juste suffisant pour garantir le simple règlement des transactions, avec éventuellement, prise en compte de l'incertitude concernant le moment exact des rentrées individuelles, incertitude qui peut aussi exister dans une telle situation. Si nous abandonnons les conditions de cette situation et introduisons des variations effectives et anticipées, alors nous observerons presque toujours que les entreprises et les ménages dépensent maintenant plus ou moins qu'avant, se séparent de leurs encaisses jusque-là détenues ou annulent ou réduisent des dépenses jusque-là régulièrement croissantes. C'est même là le principal levier dans le mécanisme d'ajustement des ménages et des entreprises à des conditions changeantes. Mais la fréquence, donc l'efficience des pièces de monnaie qui sont directement dépensées et ne sont conservées nulle part, ne change pas d'emblée car elle est pour chaque ménage et chaque entreprise non seulement institutionnelle, c'est-à-dire donnée par les habitudes sociales, mais aussi contrainte. Même les gros intervenants, dont les opérations ne sont pas des gouttes d'eau dans la mer, mais qui représentent quelque chose en eux-mêmes, ne peuvent facilement modifier ces données. Si par exemple une administration publique passe d'un paiement mensuel à un paiement hebdomadaire des traitements, et a résolu les difficultés techniques que cela comporte, quand cela doit se produire, la fréquence n'en sera pas affectée. Pour qu'elle le soit, il faudrait plutôt que les bénéficiaires et tous ceux qui reçoivent des paiements de ces derniers, modifient en conséquence leur calendrier de paiement. La chose paraît immédiatement évidente quand on se rappelle les facteurs déterminants de la fréquence, comme le nombre des caisses, leur disposition les unes par rapport aux autres dans l'espace géographique et dans le processus économique, la façon dont les paiements sont réalisés et ainsi, les arrêts temporaires de la monnaie dans certaines caisses, la concentration des paiements à certains endroits et à certains moments, la fixation des échéances et leur signification vis-à-vis des paiements qui ne sont pas ou pas exactement prévisibles en date ou en montant. Tout ceci constitue un ensemble de données pour l'économie considérée dont elle peut bien en règle générale s'affranchir par des emprunts, mais c'est autre chose, mais pas par des mesures qui modifieraient la fréquence et qui sont indépendantes de l'évolution des prix et de la quantité de moyens de paiement disponibles, et notamment aussi du volume des affaires. Nous en reparlerons au chapitre 12, et voulons ici seulement faire les remarques suivantes. On pourrait penser que la fréquence est directement conditionnée par le rythme de la production. Ce n'est pas le cas. Il est vrai que ce rythme est certainement un des facteurs les plus importants de l'organisation existante des marchés et des échéances. Mais il n'y a néanmoins aucune liaison nécessaire entre celle-ci et le rythme de la production. Ainsi, une récolte annuelle peut donner lieu à des versements journaliers, de même que le résultat d'une production débitée en quantité journalière totalement identique peut donner lieu à un versement annuel. Et cela seul est décisif. La fréquence n'est pas fonction uniquement du nombre des échéances de paiement des revenus,
ni du nombre des actes de dépenses des bénéficiaires de revenus, elle est toujours fonction des deux. Si les revenus étaient versés une fois par an, comme c'était le cas pour le revenu des dignitaires de la cour de Byzance, un egregius ou un illustre recevait le jour de l'an, outre les tenues d'apparat, un sac de pièces d'or des mains de l'empereur. La fréquence resterait égale à 1 même si le revenu était dépensé tous les jours ouvrables en montants partiels égaux et de même, si les revenus étaient versés chaque jour ouvrable mais dépensés en une seule fois sur une seule foire annuelle, à condition naturellement que la monnaie reste ensuite immobilisée chez le cocontractant. De là, la règle selon laquelle la fréquence est toujours égale à la plus petite des deux valeurs. 6. Il ne faut pas négliger non plus que, malgré nos efforts, la fréquence n'est toujours pas suffisamment bien définie de sorte que nous puissions l'exprimer à partir de l'information d'un seul mois. Un élément de compréhension directe apparaît quand nous prenons le cas le plus simple suivant. Un processus économique se réalise par l'achat de facteurs de production par les entreprises sur un marché chaque samedi, et par l'achat de toute la production des entreprises par les ménages sur un autre marché qui a lieu le lundi suivant. Le processus doit être considéré comme strictement stationnaire, de telle sorte que toujours, la même quantité de facteurs de production, et à la vérité toute celle qui est offerte, est échangée le samedi, et toujours la même quantité de biens produits, biens de consommation, et à la vérité toute celle qui est offerte, est échangée le lundi, chacune des deux contre la totalité des pièces de monnaie disponibles qui est constante et pour laquelle il n'y a pas d'apostrophe. Autre utilisation et qui, de cette manière, à des périodes strictement régulières, passe, dans un sens puis dans l'autre, du marché des facteurs de production à celui des biens de consommation. Ce modèle nous resservira plus tard. En attendant, nous vérifions que ici, la fréquence et son facteur de détermination sont aussi avant tout, indiscutablement et strictement indépendants des autres grandeurs du processus économique. Le modèle contient uniquement deux ensembles d'actes de paiement de même sens qui, en théorie monétaire, sont identiques l'un à l'autre dans chacune des relations. Nous appellerons simplement niveau de paiement ces masses d'actes de paiement de même sens, comme par exemple les paiements des ménages aux entreprises pour les biens de consommation obtenus, ou, dans le modèle non encore intégré, les paiements de producteurs de biens de consommation aux producteurs de biens intermédiaires qui se situent en amont dans le processus de production et ainsi pour tous les paiements de même nature économique. Nous restons au fond dans le domaine de ce facteur particulier de l'organisation du marché, quand nous rassemblons les deux marchés hebdomadaires, et laissons la possibilité à la monnaie obtenue sur un même marché de revenir plus tard, dans le cadre de notre modèle donc, à nouveau aux entreprises, respectivement aux ménages. Cette combinaison spatiale et temporelle de différentes catégories de paiement a naturellement un effet opposé à celui de la fusion de marchés relevant de la même catégorie de paiement, alors que cette dernière réduit la fréquence. Quand le marché des biens de consommation est repoussé à 2 semaines, elle est divisée de moitié. Elle est clairement augmentée par la première car la même pièce de monnaie peut maintenant être dépensée plus souvent en biens de consommation sans Q'. Il soit possible généralement de dire combien de fois. Cela tient aux techniques et aux habitudes de paiement, aux heures de travail et ainsi de suite. Mais alors apparaissent deux autres facteurs qui relèvent de la gestion des encaisses. Si par exemple une entreprise peut compter obtenir, le jour du marché unique, l'argent dont elle aura besoin pour l'achat de la quantité hebdomadaire de facteurs de production, dans notre exemple, en totalité, dans tous les cas réels, en partie, alors elle préparera pour le début des transactions et conservera pendant le déroulement des transactions, un montant d'encaisse juste suffisant pour ne pas être en difficulté si les dépenses s'effectuent plus rapidement que les recettes. Si les deux s'établissent au même moment, situation qui n'est pas fondamentalement différente de la précédente, il faut remarquer qu'alors la fréquence peut dépasser d'autant plus le cas de base que les actes de paiement des deux catégories se divisent en petites quantités sur l'ensemble de la journée de marché. Si la suite des actes de paiement au cours de la journée est indéterminée, ce qui est tout à fait compatible avec le caractère invariable et prévisible de tous les actes économiques, alors la nécessité apparaît de se prémunir non seulement des déficits de caisse effectifs mais aussi possibles, la nécessité donc d'une réserve de caisse qui manque dans le modèle dont nous sommes partis et qui constitue un facteur explicatif particulier de la fréquence. Il s'oppose à l'effet d'accroissement de la fréquence résultant de l'intégration des marchés. Nous voyons bien premièrement
qui l'oblige à constituer un surplus d'encaisse qui, dans la suite réelle des actes de paiement et de recettes d'un agent, ne sera très souvent pas utilisé et pour l'ensemble des agents, ne sera même jamais utilisé. Ainsi, une seule et même suite effective d'opérations conduit, quand elle n'est pas ou pas exactement prévisible, à une fréquence plus faible que lorsqu'elle est connue de prime abord par les entreprises et les ménages. Nous rencontrons à nouveau le fait manifestement très important pour la valeur de la monnaie, que chaque surplus, pour des quantités constantes de biens et services à négocier, peut être d'autant plus petit que les transactions individuelles sont plus nombreuses, c'est pourquoi il augmente dans l'ensemble, moins que proportionnellement. Mais nous voyons aussi, deuxièmement, que ce facteur n'est pas donné aussi objectivement que l'organisation du marché ou les autres facteurs semblables. En présence d'un seul et même degré objectif d'incertitude, les entreprises et les ménages individuels peuvent réagir différemment. Avoir envie de dormir tranquille ou prendre le risque d'être mis en difficulté, cela dépend du caractère de chacun et de sa libre décision. La situation économique du moment, notamment, exercera aussi une influence sur les décisions, tout particulièrement le taux d'intérêt. Nous devons donc séparer cette forme d'incertitude et les réactions des ménages et des entreprises à celle-ci, de l'incertitude et des autres facteurs des décisions individuelles qui proviennent des variations non ou difficilement prévisibles de la situation économique. Théoriquement, il est aussi tout à fait possible de retirer de tous les facteurs de gestion de l'encaisse l'incertitude liée à la chronologie des entrées et des sorties, et l'encaisse qui subsisterait, même en cas de processus économique strictement stationnaire. Le facteur ainsi retiré a des caractéristiques particulières, notamment l'indépendance par rapport au prix, et doit être compté dans un sens large parmi les facteurs objectifs de l'efficience, ce que dès lors, nous allons faire aussi. La propension des agents économiques est ainsi tout simplement une des données et relève, ainsi que les autres données du même type, de la loi de probabilité normale, de telle sorte que nous puissions parler, en raisonnant sur la moyenne sociale, d'une réaction normale par rapport à l'échelle des probabilités des différentes séries possibles. Un raisonnement semblable vaut pour le cas où certaines dépenses, telles que piano, auto, etc., ne se reproduisent qu'à des intervalles de temps plus longs. Ainsi, par exemple, pour rester dans le cadre de notre schéma, des dépenses qui ne se reproduisent pas toutes les semaines mais peut-être tous les ans. Ici aussi, la manière de réagir dépend principalement des habitudes de chacun. Certains procéderont par des versements identiques, d'autres par une réduction anormale dans les achats des semaines précédentes, et les fluctuations économiques, effectives ou anticipées, vont également jouer un rôle. Mais là encore, nous pouvons dégager, comme un facteur particulier, un comportement normal, qui apparaîtrait dans le cas d'une économie stationnaire. L'existence de telles dépenses a pour effet de réduire la fréquence, même si la vente de ces biens, quand on raisonne sur l'ensemble des consommateurs, s'effectue de façon continue et en quantité identique chaque jour. Au demeurant, on pourrait recommander à titre d'exercice sa combinaison avec le facteur d'incertitude et la liberté de choix qui prévaut souvent quant à l'instant du paiement. La concentration en lieu et en temps de paiement de différentes catégories ouvre finalement le champ des possibilités de compensation et de comptabilisation. Dans la mesure où une chambre de compensation fait disparaître l'incertitude liée à la chronologie des entrées et sorties au cours de la période de compensation, il y a tout simplement augmentation de la fréquence et rien de fondamentalement nouveau. Mais dans la mesure où il n'y a plus du tout d'utilisation de pièces de monnaie ou d'avoir en compte chèque, pour le montant des opérations compensées, il n'y a manifestement pas d'augmentation de l'efficacité au sens propre mais une péréquation de créances sans pièces de monnaie ou avoir, ces derniers n'intervenant plus que dans le règlement du solde. On pourrait plutôt parler, en considérant la valeur réelle du solde, d'augmentation des unités monétaires ou, en considérant le montant compensé, de création d'unités de moyens de paiement. En tout cas, notre représentation du système de comptabilité sociale sera limitée ici à la réalité immédiate, et le rôle de la monnaie à sa fonction essentielle de détermination de l'unité de compte. Mais nous voulons néanmoins aussi élargir le concept de fréquence, par analogie et avec l'aide de la représentation d'un transfert immédiat, et dans ce cas très fréquemment présent à ce processus, là où c'est toujours commode. Nous pouvons remarquer que ce type de fréquence est aussi une affaire d'organisation de marché et de technique de paiement, et qu'elle est à chaque fois donnée.
Sur ce point, nous supposerons que mis à part le cas d'autoconsommation des producteurs, en particulier agriculteurs, cette compensation réelle, au contraire de notre construction théorique d'après laquelle la compensation est strictement toujours le cas, n'a dans le circuit des biens aucune ampleur significative, si bien que nous avons, sous le nom des obviations, à ne la considérer que dans le cas des opérations boursières. On remarque que ceci ne vaut que pour les opérations des ménages et des entreprises. À l'intérieur de chaque banque et entre banques ont lieu d'autres opérations de compensation qui réduisent le besoin des banques en cette monnaie, d'un niveau plus élevé, dont sont constituées leurs réserves, et ces opérations naturellement ne peuvent être négligées. Mais ceci se joue dans une autre sphère et n'a pas d'influence sur la gestion des ménages et des entreprises, mais seulement sur la forme et la quantité de monnaie dont ils se servent. 7. Une analyse, en termes monétaires, pourrait avoir tellement de raisons profondes de se méfier de la notion de vitesse de circulation, ancienne pièce centrale de l'appareil théorique monétaire et de son élément le plus solide, la fréquence, que cette dernière, comme nous l'avons vu, résiste relativement bien au feu des critiques modernes. Nous nous servirons de cette dernière et en particulier, nous l'utiliserons, en la multipliant par une disponibilité de 1 pour déterminer la valeur critique. Quand par exemple, une quantité quelconque de marchandises a un prix égal à 1, une marchandise retenue comme marchandise-monnaie, nous connaissons alors la valeur critique résultant de ce choix uniquement lorsque nous connaissons la fréquence, c'est-à-dire la façon dont les entreprises et les ménages manipulent la monnaie, quand ils ne veulent rien d'autre que régler leurs comptes dans le cadre d'une organisation de marché et d'une technique de paiement donnée et ne prévoient rien d'autre que le déroulement sans fin des apostrophes. Un cycle toujours identique. En général, la fréquence peut aussi être considérée comme variable indépendante du problème monétaire et même pour des périodes plus courtes, comme constante. Quand elle cesse de l'être, nous parlons de dégénérescence de la monnaie. Par contre, la disponibilité d'une unité de caisse est quelque chose qui relève de la libre décision de chacun des ménages et de chacune des entreprises, qui peuvent se comporter de façon identique mais qui, sur ce point, n'y sont jamais obligés, et souvent en réalité le font, ce qui conduit alors à des phénomènes particuliers. Alors que les facteurs que nous avons regroupés sous les expressions d'organisation de marché, techniques de paiement, etc., sont chaque fois donnés aux entreprises et aux ménages et que, en outre, chaque fois, le montant qu'ils doivent conserver en caisse pour éviter d'être mis en difficulté, compte tenu de l'incertitude liée à la chronologie des recettes et des dépenses, est déterminé avec un degré de probabilité fixé, alors la part de leur argent qu'ils vont dépenser en dehors des engagements pris est pas fixée et dépend uniquement de leurs décisions, elles-mêmes fonction de leurs prévisions concernant la conjoncture future. L'expression « disponibilité de l'unité de caisse » a ici une signification particulière et pas celle habituelle qu'amène la tournure « disponibilité concernant les unités de caisse ». Le libre arbitre des entreprises et des ménages n'est sans doute pas absolu. Il y a les engagements existants, mais aussi les exigences liées au processus de production ou aux nécessités de la vie courante qui, en particulier chez la masse des petits revenus, définissent des limites étroites aux écarts par rapport à une disponibilité de 1. Pourtant nous avons là, devant nous, un domaine de liberté de choix considérable, aussi important pour la théorie monétaire que pour la politique monétaire, dans lequel prévaut uniquement la considération économique individuelle. 8. Revenons à notre marché hebdomadaire. La fréquence est là égale à 52. Nous remarquons qu'à l'équilibre l'expression monétaire de la demande de biens de consommation conduit à ce chiffre, et, ce que nous avons maintenant exclu de nos hypothèses, les éventuels échanges manuels de pièces d'or entre les entreprises n'ont aucune influence sur cette expression monétaire ou, si on veut, ont une influence uniquement dans la mesure où ils peuvent influencer cette fréquence. Supposons que se produise maintenant un événement qui incite tous les individus à souhaiter être liquides. Si cet événement se produit par exemple le dimanche, les ménages ne vont pas vouloir le lundi, comme ils le faisaient jusque-là, dépenser la totalité des pièces de monnaie reçues des entreprises le samedi, mais ils dépenseront moins. Ceci a sa limite car, avec une réserve à mentionner immédiatement, cela signifie une perturbation dans le fonctionnement des ménages et peut même, pour beaucoup de ménages, être impossible. Mais dans la mesure où cette variation de disponibilité se produit, elle aura pour effet qu'une partie du produit social hebdomadaire reste invendue ou que les prix des biens à la consommation baissent.
Le plus souvent en pratique, les deux se produisent. En tout cas, les entreprises détiennent moins de pièces de monnaie que le lundi précédent, si bien que le samedi suivant, elles pourront dépenser moins pour les facteurs de production. Si elles sont aussi sous l'effet de l'événement mentionné, elles peuvent en pratique dans la plupart des cas satisfaire plus complètement leurs souhaits de liquidité, elles peuvent à la limite aussi cesser leur activité, de telle sorte que les quantités ou les prix des services productifs, ou les deux, baissent. Ce processus de contraction, qui va encore nous préoccuper, n'a normalement pas d'autre limite qu'une somme de chiffre d'affaires nulle. Le lecteur doit être immédiatement rendu attentif au fait que l'approche de cette limite n'a pas besoin, par nécessité logique, de perturber le processus économique, et que c'est un bon exercice de dégager les conditions pour lesquelles cela ne serait pas le cas. Nous décrirons certainement cette situation de manière plus conforme à la réalité, mutatis mutandis aussi le cas contraire dans lequel nous voyons le mieux la crainte de l'inflation, en disant que là progressivement de moins en moins de pièces circulent, plutôt qu'en disant qu'un nombre inchangé de pièces circule plus lentement. Limitons la période d'observation à 2 semaines. Si les ménages, au cours du lundi qui nous a servi de point de départ, ne dépensent que la moitié de ce qu'ils ont reçu au cours du samedi précédent et que les entreprises, le samedi suivant, ne dépensent que la moitié des pièces reçues, soit un quart du montant auparavant disponible, que les ménages, le deuxième lundi, à nouveau conservent la moitié de leur encaisse et donc dépensent 1/8 de la somme dépensée régulièrement auparavant pour ne recevoir le samedi suivant un 16e en retour, il est clair que la moitié de la monnaie en circulation a pour les 2 semaines une efficience nulle, 3/8 ont une efficience de 1 et 1/8 a une efficience de 2. Mais l'ensemble de la quantité, qui reste consacrée comme avant aux dépenses et n'est pas thésaurisée, a une fréquence de 2 pour cette période de 14 jours, 1/8 toutefois a une disponibilité de 1, la moitié une disponibilité nulle et les 3/8 une disponibilité d'1/2. Des chiffres relatifs à l'efficience des pièces de monnaie, nous pouvons déduire une efficience moyenne et des chiffres relatifs à la disponibilité une disponibilité moyenne, ce qui est dans certains cas indispensable, dans d'autres cas utile. Nos chiffres sont eux-mêmes déjà des grandeurs moyennes. Au fond, ce n'est pas vrai que dans notre période d'observation, 3/8 ont une disponibilité d'1/2, mais ils ont au cours de la première semaine une disponibilité égale à 1 et au cours de la deuxième une disponibilité égale à 0. La totalité de la masse monétaire détenue en caisse pour des dépenses précises connaît avec une fréquence constante, une disponibilité décroissante ou comme nous pouvons aussi le dire, une sous-disponibilité croissante. On doit ici, comme d'habitude, être très prudent avec la construction et l'interprétation de grandeur moyenne. Dans le cas contraire, nous parlons de surdisponibilité. Il n'y a pas de place pour cela dans notre modèle, et c'est très instructif, parce que cela nous évite de ne pas surestimer la marge du facteur disponibilité. La surdisponibilité peut cependant toujours se manifester quand des encaisses sont détenues pour se prémunir contre l'incertitude de la succession des paiements, ou pour des dépenses futures plus importantes ou imprévues. Simplement, on ne doit pas la confondre avec la détention qui doit aussi être présentée, à proprement parler même beaucoup plus, comme surdisponibilité, c'est-à-dire comme la mise à découvert de comptes qui signifie un recours au crédit et par là un accroissement des moyens de paiement et non une augmentation de la disponibilité des unités en circulation. Il y a en outre, pour des raisons de clarté, obligation à distinguer sous- et surdisponibilité de pur décalage et réorientation, c'est-à-dire de cas où un montant est dépensé sur le même marché d'une autre manière que celle primitivement envisagée, achat d'une auto à la place d'une calèche et de chevaux par exemple, ou de cas où il est dépensé sur un autre marché que celui qui était prévu et auquel il allait jusque-là, achat des actions au lieu de facteurs de production par exemple, bien que de tels événements puissent occasionnellement se fondre avec la sous- ou la surdisponibilité. Enfin, il faut observer qu'une tendance générale à la surdisponibilité est un facteur essentiel de la dégénérescence d'une monnaie. L'existence dans le monde des biens d'un analogue à la disponibilité, ce qui n'est pas le cas pour la fréquence, confirme l'autonomie de la disponibilité par rapport à la fréquence et l'intérêt de les distinguer. Il semble évident que dès que nous introduisons des variations de la situation économique et en particulier, les anticipations de telles variations dans notre analyse,
Alors producteurs et commerçants, pour peser sur les ventes, vont forcer les stocks ou retenir les marchandises. Que cela puisse coïncider chez les acheteurs avec une tendance identique, mais aussi... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.